Savants sachant chercher. Un podcast Science Infuse. So I hope your podcast has passion. Bienvenue dans Savants sachant chercher, oula ça fait beaucoup de cheveux. le podcast qui infuse la science. La matière qui nous entoure et nous compose du corps humain à la chaise pliante, c'est-à-dire tout ce qui est constitué d'atomes, n'est en fait qu'une quinzaine de pourcents de la densité de matière totale de ce qui existe dans l'univers. Alors qu'est-ce que peut bien être les 85% restants ? Eh bien, les scientifiques essayent de le savoir. En attendant, ils ont mystérieusement nommé cela la matière sombre. Et ce n'est pas le début d'un scénario de science-fiction ou la nouvelle théorie du complot du moment, mais bel et bien un sujet sérieux. Ce que l'on attend dans nos détecteurs, ça va être un excès qui n'est pas expliqué par notre modèle. Et donc cet excès peut correspondre à la matière sombre. Vous êtes intrigué ou perdu ? Pas de panique, laissez-vous science infuser. Pour en parler, nous sommes en liaison avec Quentin depuis l'université de Berkeley, à côté de San Francisco. Ce qui explique la nature du son différent des autres épisodes, ce n'est pas nos micros habituels qui ont enregistré sa voix. Et pas de panique si vous êtes fâché avec la langue de Shakespeare, vous l'aurez compris, Quentin est français. Faisons donc connaissance avec lui. Prénom, nom, Quentin Riffard, surnom, Bouskidou à l'époque, il y a longtemps. Lieu de travail ? Je suis donc postdoc à UC Berkeley et je travaille au Lawrence Berkeley National Laboratory qui est juste en dessus de l'université UC Berkeley. Dans quelle équipe ? Dans l'équipe de Dan McKinsey qui est affiliée à l'équipe Dark Matter de Lawrence Berkeley National Lab. Le sujet officiel de ta recherche ? Détection directe de matière sombre avec les expériences Lux et LZ. Et le sujet de ta recherche lorsque tu veux briller en société ? Détection directe de matière sombre avec les expériences Lux et LZ. Ça envoie du lourd quand même. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la matière sombre, mais alors en premier lieu, dans matière sombre, il y a matière. Qu'est-ce que la matière telle qu'on la connaît et de quoi elle est composée ? Alors la matière telle qu'on la connaît, si on va du plus gros au plus petit, qui est la description qu'on fait classiquement pour la description de la matière, donc elle est composée de molécules qui elles-mêmes sont composées d'atomes, qui eux-mêmes sont composés d'un noyau de protons et de neutrons et d'un cortège électronique composé d'électrons qui gravitent donc autour du proton et des neutrons. Les protons et les neutrons sont eux-mêmes composés de quarks, qui sont également appelés des baryons. Et donc, c'est principalement ce que compose la matière de notre univers. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler, disons, la matière dite ordinaire. D'accord. Juste une petite parenthèse avant de parler de cette matière. Est-ce que toi, tu préfères parler de matière sombre ou de matière noire ? Alors, le terme matière noire est juste un abus de langage d'une mauvaise traduction de l'anglais, puisqu'en anglais, on dit dark matter et non black matter. Black matter, je trouve ça un peu rigolo, puisque ça fait un peu genre album de métal. Ouais. Et si on traduit donc dark matter littéralement, on obtient matière sombre et pas matière noire. Rentrons dans le vif du sujet. Donc une des premières définitions de cette matière sombre, ça remonte dans les années 30 avec un chercheur suisse, c'est ça, qui travaille aux États-Unis, Zwicky, et qui s'est intéressé du coup aux masses des amas de galaxies et il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de matière que prévu, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu le déroulement de cette histoire ? Donc, ce que Zwicky a fait, c'est qu'il a mesuré donc, la masse d'amas de galaxies de deux façons différentes. Donc, la première façon, c'est en mesurant la luminosité totale des étoiles dans l'amas de galaxies, puisqu'on a une relation entre la masse d'une étoile et sa luminosité. Donc, ça nous donne la masse lumineuse. Et il a également mesuré la masse de l'amas de galaxies en utilisant ce qu'on va appeler plutôt ici la masse gravitationnelle, donc c'est-à-dire en regardant la distribution de vitesse des galaxies dans cet amas de galaxies, ce qui en fait nous permet d'avoir une idée de la masse totale de la galaxie. Et ce que Zwicky a démontré, c'est que la masse gravitationnelle est entre 100 voire 1000 fois supérieure à la masse lumineuse. Ce qui est un constat extrêmement intéressant, puisque ça veut dire qu'il y a une partie de la matière présente dans cet amas que Zwicky était incapable de mesurer à l'époque. Et c'est comme ça qu'en fait le terme de matière sombre est apparu.
Parce qu'on savait pas ce que c'était. Que c'était mystérieux, quoi. Exactement. On continue un peu dans l'histoire de cette matière sombre. On passe directement aux années 70 avec une chercheuse, cette fois, Vera Rubin, qui a donc popularisé le terme de matière sombre en mesurant les vitesses des galaxies. Tu peux aussi nous raconter cette petite histoire? Alors, donc, ce que Vera Rubin a réalisé, c'est ce qu'on appelle une mesure de courbe de rotation des galaxies. Donc, c'est-à-dire, on mesure la vitesse de rotation des étoiles dans cette galaxie en fonction du rayon de leur position par rapport au centre galactique. Et si on considère la masse que l'on voit, la masse visible dans cette galaxie, et que l'on résout les équations de Newton, on s'attend à ce que la vitesse de rotation décroisse. Dans ces galaxies-là, Vera Rubin a montré que la vitesse de rotation avait plutôt tendance à plafonner à une certaine valeur qui dépend bien sûr de chaque galaxie. Alors, il y a plusieurs explications pour pouvoir corriger donc le modèle. Ce sera soit de modifier la gravitation, ou soit d'ajouter un halo de matière sombre qui va englober la galaxie. Et cette deuxième hypothèse, donc l'hypothèse du halo de matière sombre qui englobe la galaxie, est celle qui, à ce jour, est la plus supportée et étayée par toutes les autres observations que l'on a à notre disposition. Donc cette matière sombre, tu nous dis qu'on n'arrive pas à l'observer. Question bête, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas des trous noirs ou des étoiles mortes, donc c'est-à-dire des étoiles qui ne rayonnent plus, qui représenteraient cette matière sombre? Alors c'est une question extrêmement intéressante et pertinente. La matière sombre pourrait être soit du gaz qui n'est pas chaud et qui n'émet pas donc de radiation. C'est ce qu'on va appeler des machos, comme les massives. Je ne me souviens plus de l'acronyme, mais en gros, c'est des objets stellaires très massifs qui vont donc justement pouvoir contribuer à cette composante de matière sombre. Qu'ils ont fait exprès d'appeler macho d'ailleurs. Je pense, ouais. Et donc, il y a un projet qui a démontré qu'en fait, la contribution des machos, il y a une double lecture. La contribution était négligeable. Donc, du coup, en fait, ça a été complètement exclu. Ensuite, la contribution des trous noirs, c'est quelque chose qui a été récemment repopularisé par la découverte des ondes gravitationnelles et à l'heure actuelle, ça a été plutôt quelque chose qui a été exclu par toutes les observations qu'on a à notre disposition. Donc, c'est pas les trous noirs, c'est pas des étoiles mortes. On n'en est pas non plus sûr. On est sûr à un certain niveau de confiance qui nous permet de dire aujourd'hui que... Continuez à chercher. On continue à chercher, mais le truc qui est très intéressant avec la matière sombre, c'est que ce n'est probablement pas qu'une seule solution, ça ne va être probablement pas qu'une seule particule. On a une petite rafale de questions, on attend plutôt des réponses assez courtes. Est-ce que la matière noire, ça peut être vivant? Non. Est-ce qu'on en respire? Très difficile. C'est probablement que non. Est-ce que c'est diffus ou il pourrait y avoir un amas dans un seul endroit? Les deux, mon capitaine. Est-ce que ça ne serait pas des extraterrestres qui ont une technologie d'invisibilité? Alors, si c'est ça, franchement, je leur dis chapeau, parce que là... Tu serais le plus heureux. Qu'est-ce que c'est que cette matière noire? Est-ce que c'est un nouveau type de particule? Alors, on s'attend effectivement à ce que ce soit un nouveau type de particule. Les autres hypothèses, ça pourrait être quoi si c'est pas... Donc là, en fait, on est dans un monde un peu hypothétique où on va essayer de prendre en fait toutes les observations qu'on va avoir à notre disposition et d'essayer de développer des modèles de physique des particules qui vont en fait nous donner des candidats à la matière sombre. Donc, il y en a un sur lequel moi je travaille qui s'appelle le WIMP, pour Weakly Interacting Massive Particle. Donc, c'est une particule qui interagit uniquement par gravitation et interaction faible. Elle n'interagit absolument pas par interaction électromagnétique et par interaction forte. Oui, voilà, je me permets de te couper. C'est justement une des notions importantes et complexes de ce podcast. C'est que tous les phénomènes physiques qui sont dans l'univers sont régis par seulement quatre interactions fondamentales, qui sont donc l'interaction électromagnétique, faible, forte et gravitationnelle.
Voilà, donc si on remet un petit peu les interactions, on a dans la nature 4 interactions fondamentales. On va avoir la gravitation qui, donc, elle va se coupler à la masse des différentes particules, des différents objets. On va avoir l'interaction électromagnétique qui, elle, va en fait se coupler aux charges, donc par exemple aux protons, aux électrons. On va avoir l'interaction forte, donc c'est l'interaction qui assure la cohésion du noyau. Donc les protons et les neutrons dans le noyau sont tenus ensemble par cette interaction forte. Et on va avoir l'interaction faible qui, elle, va être responsable, par exemple, de la radioactivité des noyaux très lourds, par exemple de l'uranium qui est radioactif à cause de l'interaction faible. D'accord, donc l'hypothèse, c'est que ces particules-là n'aient pas toutes ces interactions-là, mais on est seulement certaines qui les rendent difficiles à... Exactement. Donc, en fait, elle n'émet pas de lumière. La matière sombre n'émettant pas de lumière, donc du coup, on peut exclure l'interaction électromagnétique. On ne la voit pas non plus dans les atomes. On ne voit pas d'excès de masse dans les atomes. On n'a pas comment dire. Ça n'a jamais gêné les expériences ni rien. Donc, voilà, donc du coup, si on avait eu ça, si elle était couplée à l'interaction forte, elle aurait très probablement déjà été détectée. Et donc, du coup, il reste que l'interaction faible et l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle, c'est évident puisqu'on observe en fait les perturbations gravitationnelles de la matière sombre. Aujourd'hui, on sait, grâce à des mesures de cosmologie de précision, que notre univers est composé, donc, comme vous l'avez dit dans l'introduction, à 85% de la masse de notre univers est composée de 85% de matière sombre. Est-ce qu'on peut dire du coup que si on l'a toujours pas vue, c'est pas, peut-être je répète un peu les choses, hein, mais c'est qu'elle n'interagit pas avec ce qu'on a l'habitude d'observer et qu'elle n'interagit pas avec elle-même non plus, et que du coup c'est peut-être pour ça qu'elle ne crée pas, par exemple, une planète faite de matière sombre. Alors, le fait qu'elle n'interagisse pas avec elle-même, c'est quelque chose qu'il faut préciser ici. Au début de l'univers, la matière sombre, en fait, elle interagissait avec elle-même. Elle était tellement dense qu'en fait, les particules, elles se voyaient. L'univers, en se réchauffant, en s'expansant, je sais pas L'expansion de l'univers. voilà, avec l'expansion de l'univers, en fait, la densité de matière sombre a très très fortement réduite. Donc ça veut dire que si on a deux particules de matière sombre qui se rencontrent dans l'univers maintenant, la probabilité pour qu'elles se rencontrent est tellement faible qu'en fait on va considérer que ce taux d'interaction a été supprimé et n'existe plus. Est-ce qu'il est possible qu'elle n'existe pas ? Alors, s'il est possible qu'elle n'existe pas, ça veut dire que le modèle de la gravité est faux et qu'il faut donc le retravailler et à ce moment-là, développer un nouveau modèle. Le problème, c'est que toutes les tentatives de modification de la gravité, en fait, pour pouvoir expliquer la matière sombre, se sont révélées infructueuses. Et l'autre problème, c'est qu'il y a des preuves observationnelles qui, en fait, elles, sous-tendent très fortement l'existence de la matière sombre sous forme de particules. Donc, ouais, d'accord. Donc, c'est-à-dire que même si demain on change toute la théorie de la gravité, il y aura toujours cette masse quelque part qu'il faudra trouver. Exactement. Il n'y a pas à tortiller du machin. Ok. Comment on peut expliquer qu'on n'en a jamais détecté jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que c'est normal que ce soit si dur ? Je ne sais pas si c'est normal, mais la raison pour laquelle en fait on n'y arrive pas, c'est que la matière sombre en fait interagit extrêmement rarement avec la matière ordinaire. Ce qui fait que nous, quand on construit un détecteur, on va le construire avec de la matière ordinaire et on va chercher en fait des interactions entre la matière sombre et la matière ordinaire. Et pourquoi on choisit cette méthode-là alors ? C'est une question naïve, mais... Alors du coup, il y a 3 façons de pouvoir détecter la matière sombre. Donc on va avoir la première façon qui va être essayer de la produire. Donc là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir essayer de faire auprès du LHC. Il faut peut-être préciser ce que c'est que le LHC. Donc c'est un accélérateur de particules qui va accélérer, qui va faire collisionner des protons dans d'immenses détecteurs et observer les produits liés à cette collision de protons. Ils vont potentiellement pouvoir produire de la matière sombre. On a une idée de à quoi ça peut ressembler. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'en fait, la signature qu'on attend, ça va être de ne rien voir.
ce qu'on appelle de l'énergie manquante. Donc, ce qu'on va essayer de détecter auprès du LHC, ça va être donc un seul photon avec une énergie manquante phénoménale qui correspondrait donc à la matière sombre. Et ça nous permettrait d'avoir une mesure directe de la masse de la matière sombre. Bon, du coup, je comprends pas trop. C'est donc, on pense pouvoir produire de la matière sombre, mais on sait pas ce que c'est. Exactement. Et alors, les deux autres moyens, tu dis qu'il y avait 3 méthodes. Donc, la première, c'est d'en créer. Voilà. La deuxième, ça va être ce qu'on appelle la détection indirecte de matière sombre. Tout un tas d'expériences astrophysiques qui vont, elles, regarder des régions très précises de l'espace pour pouvoir essayer de voir si on voit un excès dans nos modèles qui correspondrait à la matière sombre. Et à ce jour, personne n'a jamais rien réussi à mettre en évidence qui ait tenu, en tout cas, plus de 6 mois. Donc la troisième voie, c'est ce qu'on a appelé la détection directe de matière sombre. Donc l'idée, c'est de détecter une interaction entre un atome et une particule de matière sombre. Alors atome, c'est plutôt le noyau d'un atome et une particule de matière sombre. Donc la collision, donc en fait, c'est comme si on faisait du billard avec des particules de matière sombre et donc des atomes. Comme dans le billard, la particule de matière sombre va transférer de l'énergie au noyau. Le noyau va donc se déplacer dans le détecteur et qui va nous permettre en fait de faire la mesure du mouvement, du déplacement des atomes dans notre détecteur. L'explication de qu'est-ce que c'est exactement, elle va devoir être apportée par des théoriciens qui, eux, vont écrire des modèles théoriques qui vont nous dire, écoutez, voilà, en fonction de toutes les observations qu'on a, eh bien, donc, la matière sombre matcherait ce modèle. Donc, on a plein de profils et on attend d'avoir les expériences qui nous permettent de faire un peu le ménage là-dedans, quoi. Exactement. Question un petit peu plus perso, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans ce domaine ? C'est une difficile. Moi, ce qui m'intéresse, en gros, c'est le challenge à la fois intellectuel, technique et scientifique, qui est qu'en fait, on a quelque chose dont on ne connaît absolument rien. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Et en fait, j'aimerais bien mettre le doigt dessus et savoir de quoi il s'agit. Ouais, c'est excitant de chercher à savoir ce que c'est, quoi. Exactement. Et je crois qu'il y a rien. Dans ma vie, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi excitant jusqu'à présent. Tu as des données, tu es en train d'analyser tes données, et le moment où tu as sur ton ordinateur la figure qui apparaît et qui va te dire en fait si tu es complètement dans les choux ou si tu as quelque chose d'important et de bien et que ton détecteur fonctionne correctement. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant. Dans l'aspect scientifique, évidemment. Dans l'aspect scientifique, non, dans ma vie, j'ai d'autres trucs très excitants. On va pas te demander ça. Pardon. Et alors, du coup, toi, tes expériences, c'est quoi ? Tu as choisi quelle voie pour essayer de la détecter ? Alors, donc moi, je travaille sur une expérience, donc de 2 expériences, une qui s'appelle LUX et une qui s'appelle LZ. L'idée, en fait, de ces 2 expériences, qui est très similaire, ça va être d'avoir un volume important de xénon liquide. Donc, le xénon liquide, c'est un gaz rare qui, lui, va être très massif. On va pouvoir le liquéfier, donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un milieu extrêmement dense. Le xénon liquide a aussi la particularité que quand on a une interaction, on va avoir un signal de lumière. Et donc, l'idée, ça va être de détecter ce signal de lumière que l'on va pouvoir mesurer et ensuite décider si ce signal de lumière que l'on observe provient de la matière sombre ou proviendrait d'autres choses. Tout ce qui ne serait pas la matière sombre. Et il va nous falloir donc séparer entre les interactions qui vont être donc ce background, ce fond, ce bruit qui va venir des matériaux et le signal que l'on va chercher à mesurer, la matière sombre. Oui, c'est-à-dire que le xénon va forcément réagir à plein de choses et il faut savoir détecter la réaction qui va correspondre à ceux qu'on ne connaît pas et donc qui sera la matière sombre. Exactement. C'est l'idée, ok. Est-ce qu'on peut visualiser ton expérience ? Est-ce que c'est du xénon liquide dans une canette et on observe ce qui se passe ? Comment, si on devait mettre un peu des images ? C'est pas parce qu'il est aux États-Unis que tout de suite dans du coca.
C'est un peu plus gros qu'une canette, donc c'est environ 200 et quelques kilogrammes de xénon Ah oui. qu'on appelle un cryostat. Un cryostat, c'est simplement un dispositif expérimental qui nous permet de maintenir la température du xénon. Et le cryostat doit faire à peu près, disons, 1 mètre de rayon, 1 mètre de diamètre sur 1 mètre et demi de haut. Et après? Alors, donc, du coup, on équipe notre détecteur est équipé de senseurs de lumière qu'on appelle des photomultiplicateurs. Donc, c'est un peu compliqué la façon dont ça marche, mais on va. C'est comme un appareil photo, dans l'idée. On transforme la lumière en signal électrique pour la détecter. Si on fait très simple. L'analogie est bonne dans le sens où c'est juste effectivement ce qu'on cherche à détecter, ça va être avoir un signal, transformer la lumière en signal. D'accord. Et donc, alors, il était une fois une petite particule d'interaction Parfait. dans la galaxie qui vient en fait interagir à l'intérieur de notre détecteur. Elle vient jouer au billard avec son copain le petit noyau et du coup elle transfère une partie de son énergie au noyau. Le noyau de xénon dans notre cas ici va exciter et ioniser le milieu. L'excitation, ça va en fait produire de la lumière spontanément, donc ça nous crée un signal qu'on appelle prompt. Et aussi, au travers de la ionisation, on va créer des électrons qui vont être libres dans notre détecteur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est on va appliquer un champ électrique qui est présent tout le temps le long de l'acquisition de l'expérience. Et ce champ électrique va faire qu'on va pouvoir extraire ces petits électrons. Ça va prendre un certain temps. Pour pouvoir les mesurer, j'imagine, derrière. Voilà, en haut du détecteur. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va avoir, c'est un premier signal le premier signal de scintillation primaire qui nous vient de l'excitation. Et on va avoir un signal secondaire qui, lui, va nous venir de l'ionisation et donc de ces petits électrons qui auront dérivé à l'intérieur de nos détecteurs. Et simplement, du coup, en quoi ça va te permettre de détecter cette matière noire sombre? Et ben nous, ce qu'on va chercher, justement, ça va être des signaux. On va chercher une corrélation entre les signaux S1 les signaux prompts et les signaux retardés. Donc, si on va avoir une interaction avec une particule de matière sombre et donc la création d'un recul nucléaire, on va avoir un certain ratio. Tandis que si on va avoir une interaction, par exemple, un photon qui va interagir avec le cortège électronique d'un atome, là, on va avoir un ratio qui va être légèrement différent. Ok, alors dis-moi si j'ai bien compris, tu crées une expérience dont tu t'attends d'avoir une certaine réaction si la matière noire n'existait pas. Matière sombre, je vais y arriver un jour. Et si tu vois que finalement les résultats de ton expérience ne sont pas ceux que tu avais éventuellement prévus, c'est qu'il y a présence de matière sombre. Exactement. Okay. On cherche des déviations par rapport à ce que l'on s'attend avec la physique que l'on connaît. Et quand est-ce que tu penses que tes expériences vont donner leurs premiers résultats? Concrètement, ça en est où en fait? Enfin, c'est déjà les mesures ont déjà commencé sur ce cryostat? Donc là, en fait, l'expérience Lux, elle a déjà produit des résultats qui ont montré qu'en fait, on n'avait pas vu de matière sombre, ce qui nous a permis en fait d'exclure certains paramètres pour la matière sombre. Donc en fait, on a pu dire, eh bien, la matière sombre n'a pas telle masse et n'a pas tel taux d'interaction. Ensuite, il y a d'autres expériences qui sont arrivées qui ont fait exactement la même chose. Donc, on va avoir par exemple xénon 1 tonne, on va avoir l'expérience. On en était à 200 kilos tout à l'heure. Il y en a qui ont fait ça avec une tonne. On va en mettre plus. Effectivement, donc c'est une expérience américano-européenne qui s'appelle Xénon, une collaboration américano-européenne. Xénon qui donc eux ont pris 1 tonne de xénon et l'ont mis dans un laboratoire. C'est toujours plus fort, toujours plus loin, quoi. Alors, attachez-vous, LZ, ça va être 7 tonnes de xénon liquide. Waouh. C'est cher le xénon ou pas? Juste pour info. C'est très cher. Non, mais il y a une logique, j'imagine, à faire de plus en plus. Alors, exactement. Pour vous donner un ordre d'idée, dans l'expérience LZ, on va s'attendre à quelques interactions par tonne par an. Si tu augmentes ta masse et ton volume, du coup, tu vas pouvoir augmenter ton taux d'interaction que tu vas attendre. Tu parierais quoi sur le fait que vous arriviez à en détecter? Moi, je suis très optimiste et donc ce que je vais dire, c'est qu'en 2020, mon pari est qu'en 2020, l'expérience LZ va détecter un signal
Que donc si vous arrivez à en mesurer, qu'est-ce qui se passe après? Alors, déjà, premièrement, si on a un signal positif, ça va être un gros bordel. Il va falloir en fait appliquer toute notre réserve scientifique et dire ok, donc là maintenant, ça va être le secret le plus total pour toute la collaboration au travers de la communication avec l'extérieur. On va rien dire, on va analyser nos données et on va essayer de comprendre si on a véritablement quelque chose. La question de l'or. Est-ce que c'est par manque de... Est-ce que c'était la technologie, les outils technologiques qui bloquaient jusqu'à maintenant? Alors, oui et non. Le truc, c'est qu'il fallait commencer par quelque chose de petit au début. Tu commences jamais par une expérience qui fait, je sais pas moi, la demi-taille d'un pays. Il faut toujours commencer par un petit truc petit, un démonstrateur. Et ensuite, quand on a le démonstrateur qui marche, qui produit de la science, eh bien, on va avoir les organismes de financement. On leur dit, bah voilà les gars, maintenant, nous, on a démontré que notre technologie, elle fonctionnait. On a besoin de faire plus grand, plus gros, plus beau, plus fort. Et donc, du coup, merci de nous donner des sous. La question d'Adrien. Ce qui m'intéressait de savoir, c'était un peu personnellement toi. Est-ce que tu as besoin d'y croire pour bosser dessus, pour être motivé, quoi? Alors, c'est quelque chose que tu as utilisé un mot que je trouve très intéressant dans la question, c'est le mot croire. En science, il n'y a pas de croyance. En science, il n'y a qu'un faisceau de preuves qui va nous guider en fait vers des hypothèses. Pour moi, à mon humble avis, l'hypothèse de la matière sombre est suffisamment appuyée pour que l'on dépense de l'argent, qu'on dépense du temps et aussi de l'effort pour pouvoir en fait essayer de la détecter. Le génie de la lampe. Si j'étais un génie et que tu pouvais faire un vœu, lequel serait-il pour faire avancer ta recherche? Alors, On frotte la lampe, touc. du coup, je pourrais essayer de lui demander de me donner l'omniscience, mais bon, ça ne servirait pas à grand-chose. Non, il y a des règles quand même. Je pense que si on regarde à moyen terme, à court terme, eh ben moi, ce que je lui demanderais, je lui demanderais un détecteur avec 37 tonnes, 100 tonnes, 2000 tonnes de xénon liquide qui fonctionne parfaitement, sans bruit de fond, et qui nous permettent de faire la mesure. À plus long terme, en fait, ce que je lui demanderais, génie, ça serait de nous expliquer et qu'on sache où on va vraiment. Parce qu'en fait, c'est un peu c'est sympa, mais c'est un peu frustrant de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Mais je pense que ce genre de truc, en fait, ça ruinerait un peu l'excitation. Ouais. Ça gâche le suspense, Ouais. cette histoire. Quand tu lis un livre, tu lis la fin avant le début? Non, jamais. Alors, si tu le veux bien, on va voyager dans le temps avec toi. Premier saut dans le temps, vraiment pas très loin. Hier, à quoi ressemblait ta journée? Essentiellement de l'analyse de données. Donc, en fait, je passe énormément de temps en face de mon ordinateur à essayer d'extraire, en fait, des quantités, à caractériser nos détecteurs. Et j'ai tenté un fit, donc un ajustement du modèle de fond sur les données qu'on avait mesurées. Donc, c'est un peu ça a été un peu le gros kiff hier et ça marche pas si bien. Ouais, j'ai des kiffs à une certaine échelle. Et maintenant, si on fait un bond de 30 ans en avant, du coup, quelles pourraient être les conséquences de tes recherches, par exemple, dans la vie quotidienne? Probablement aucune. En fait, c'est extrêmement compliqué de se projeter sur les conséquences d'une recherche. C'est un peu comme si tu demandais à Maxwell, quand il a pondu les équations de l'électromagnétisme, « Hey mec, est-ce que tu penses qu'un jour ça pourra nous permettre de communiquer ?» Le mec, il va te dire non. Et pourtant, aujourd'hui, les ondes électromagnétiques sont utilisées tout le temps. Et c'est pour ça qu'on te laisse la possibilité là, toi, de t'enregistrer et que tu peux dire ce que tu veux en fait. Eh ben, on va dire quelques prix Nobel. Voilà. Alors, la prochaine question, on sait qu'elle n'est pas évidente, mais on la pose quand même. On voudrait connaître le placement de ta recherche par rapport à l'environnement. C'est peut-être un peu bizarre. Mais, Alors, non, pas du tout, parce qu'en fait, dans les laboratoires nationaux américains, c'est quelque chose auquel on commence à faire extrêmement attention. Par exemple, nous, ce qui va avoir un impact sur l'environnement, ça va être la consommation électrique. Eh ben, c'est rassurant s'il commence en tout cas de ton côté à réellement en parler.
Mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait, maintenant, tous les grands clusters, par exemple, tous les grands serveurs essayent de réduire leur consommation, réduire les coûts, réduire l'impact environnemental. Est-ce que tu aurais une petite anecdote un peu folichonne à partager? J'en ai une. Alors, pendant mon premier postdoc, je suis parti travailler à l'Université de Californie à Los Angeles. On a construit un petit détecteur, en fait, pour faire de la caractérisation, non pas du xénon liquide, mais de l'argon liquide. Et donc, c'était un soir, on était un peu tous fatigués et on avait le détecteur qui était plein d'argon liquide. Et on voulait le vider de l'argon liquide. Et la seule solution, en fait, pour vider d'argon liquide rapidement, c'était de mettre le chauffage en marche. Donc, on a mis un petit chauffage en marche à l'intérieur du détecteur. Et on se dit, bon, normalement, là, demain, vers 11h, midi, ça devrait être terminé. Donc, du coup, là, les mecs, on peut aller dormir. On est rentré chez nous, il devait être presque 11h du matin. Le lendemain matin, je me lève, je prends mon petit-déj, je vais à l'université. J'avais un meeting, je prends mon meeting et je dis au bout d'un moment, je descends, je vais aller voir le détecteur. C'était 10h du matin. Quand je suis arrivé en fait auprès du détecteur, la température à l'intérieur du cryostat était de 150 degrés Celsius. En sachant qu'à l'intérieur, on avait des matériaux dont les points de fusion étaient à environ 80-90. Ouais. C'est juste une petite résistance à l'intérieur, sauf que le problème, c'est que le cryostat étant un objet extrêmement bien isolé, ça chauffe de façon infinie. On était paniqués et au final, rien n'a été endommagé. Oh, mais j'adore l'abstrait! Une référence culturelle qui t'a fait aimer la science ou ce sujet sur la matière sombre en particulier? Ok, bon, moi, c'est un peu cliché, je trouve, mais c'est quelque chose que... Je pense, en fait, c'est là où j'ai découvert un peu cet univers de scientifique et de l'astrophysique. C'est quand j'avais 10 ans, pour la première fois que j'ai vu Star Wars au cinéma, quand ils ont ressorti les Star Wars. Et ça a été, pour moi, une découverte fabuleuse. C'est pour ça que j'ai commencé en fait, à me poser des questions liées à notre univers, dans quel sens on va, où on va, comment on va. Et depuis, il y a eu d'autres films ou pas qui t'ont relancé dans ce... Il y a Gravity que j'ai trouvé d'une qualité relativement excellente, qui m'a bien... C'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et notamment le fait que la première moitié du film est basée sur vraiment des choses complètement fondées de la relativité générale. Après, on a l'impression sur la deuxième partie du film que le premier scénariste qui a écrit le truc est mort et du coup ils ont trouvé un pour écrire le reste. Mais bon, en tant qu'amateur de cinéma, j'ai trouvé ça très très bien. En tant que scientifique, la partie où il se retrouve piégé dans le machin un peu chelou, c'était très très bizarre. Ouais. Et j'ai pensé à quelque chose hier soir à ce propos de cette question. Il y a quelque chose que je recommande énormément, un film, un documentaire en fait qui s'appelle Particle Fever, qui est un documentaire qui retrace en fait la découverte du boson de Higgs. Et c'est un documentaire qui en fait montre exactement ce que c'est notre travail. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. À bientôt. Ouais. Ciao. Ciao. Et chers auditeurs, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si vous avez aimé ce podcast, le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre 5 étoiles sur iTunes et des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, Deezer et Spotify inclus. Et bien sûr, partagez et parlez-en autour de vous sans modération. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et notre site scienceinfuse.cool. Pour aller plus loin sur le sujet du jour, vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast. Est-ce que tu as une petite blague pour nous ? Ouais, le truc classique, combien faut-il de physiciens pour faire rebondir une balle ? Je sais pas. Mais t'en as besoin de 1 qui lance la balle et de 50 qui regardent le premier, comment il lance la balle, où la balle tombe et qui font des mesures. Voilà.